Bonjour et bienvenue sur Campus Chanel Exécutive. Aujourd'hui, nous recevons l'IAE Paris Sorbonne Business School et son Master Contrôle de gestion et audit organisationnel, le Master CGAO, c'est bien ça? Oui. Pour en parler ce midi avec nous, nous recevons Olivier de la Villarmois, professeur et directeur de ce Master. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. À vos côtés, Sabrina Hamoum Raoui est diplômée du Master CGAO depuis le début d'année. Bonjour Sabrina. Bonjour. Ils attendent bien sûr toutes les questions que vous pouvez continuer à nous envoyer en temps réel. Et on commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'instant corporate. Olivier, vous avez 2 minutes, alors sans chronomètre, mais on vous fait confiance pour gérer le temps, pour présenter cette formation. C'est à vous. Alors, avant de parler du master, un mot sur l'IAE de Paris. Donc, l'IAE de Paris qui a 60 ans et qui est spécialisé dans la formation de cadres, des formations au management, des formations généralistes. Et 20 ans après sa création, l'IAE de Paris s'est lancé dans des cursus plus spécialisés, dont un master qui s'appelait au départ Master Contrôle Audit. Donc, le Master CGAO est la suite logique de ce Master Contrôle Audit. Donc, un master qui est toujours dans la même culture, un master plus généraliste, donc qui accueille des publics très divers, des ingénieurs, des juristes, des avocats, ou également des personnes qui ont déjà une formation en management, qui viennent approfondir leurs connaissances dans des domaines qu'on va détailler. Les domaines de l'audit, alors pas l'audit légal, mais plutôt de l'audit interne, qu'on appelle audit organisationnel, ou dans le domaine du contrôle de gestion. Alors il y a 2 grands types de profils qu'on accueille, soit des personnes qui ont des connaissances métiers et qui ont des connaissances métiers qui veulent évoluer vers les métiers de l'audit interne ou du contrôle de gestion, soit des personnes qui sont des managers en place et la formation leur permet d'acquérir des compétences dans le domaine de la finance d'entreprise, du contrôle et donc de progresser. Si on prend le cas d'un chef de projet, ça permet de gérer des projets plus importants par exemple. Et puis on peut avoir des financiers qui sont en poste, alors qui ont un DUT, une licence, et qui ont besoin de prendre confiance en elles-mêmes pour progresser. Et donc on les accueille avec plaisir dans le master. Très bien. Eh bien, écoutez, c'était une présentation claire qu'on va pouvoir compléter bien sûr avec vos questions. Mon but, eh bien, c'est d'être votre véritable porte-parole, de vous appuyer. Et leur rôle à eux, eh bien, c'est de répondre à ces questions. Olivier, je vous laisse prendre la première question. Bonjour, quelles sont vos exigences en termes de diplôme et d'expérience professionnelle pour se porter candidat à la formation? Alors, on est dans le cadre d'un cursus en formation continue. Donc, il y a 2 exigences qui sont posées pour accueillir les candidats. Première exigence, au moins 3 années d'expérience professionnelle. Et deuxième exigence, avoir un bac+4. En sachant que pour le niveau bac+4, il y a une possibilité de validation de l'expérience, ce qu'on appelle la VAP, qui permet par exemple à un titulaire d'un DUT ou d'une licence de rentrer directement en bac+5. Donc ce n'est pas de la VAE. La VAE, ça consiste à obtenir un diplôme sans suivre les cours. La VAP, ça permet de s'inscrire en formation sans avoir les prérequis, donc sans avoir le bac+4. Donc 2 critères, l'expérience professionnelle, au moins 3 ans, et second critère, le niveau de formation. Alors, exemple concret avec vous, Sabrina, vous aviez quel parcours avant de rejoindre cette formation? Alors moi j'avais fait une maîtrise de sciences et de gestion. D'accord. Donc j'avais 4 ans, enfin bac+4. Et c'est consécutivement à presque 10 ans d'expérience professionnelle que j'ai décidé de faire ce master pour d'une part avoir un bac+5. Enfin, c'était aussi l'objectif dans une école assez renommée sur la place du marché des études, et aussi de me remettre un peu à jour de l'actualité de ce qui se faisait en termes de gestion, tout ça. En fait, j'ai été promue dans ma boîte sur un nouveau poste de contrôleur de gestion. Et c'était l'occasion pour asseoir moi. un peu, parce que vous étiez, vous avez dit 10 ans à peu près d'expérience professionnelle dans le domaine de la gestion, de la comptabilité. Oui, en fait, j'ai fait de l'audit, de l'audit externe, donc l'audit statutaire. Et ensuite, j'ai intégré une entreprise et j'ai fait divers postes qui étaient liés à la comptabilité et à l'organisation de l'entreprise. Jusqu'à un poste de contrôleur de gestion. Jusqu'à un poste de contrôleur de gestion, voilà. Très bien. Et ben, je vous laisse prendre, Olivier, la question suivante.
Bonjour, je suis comptable depuis 12 ans et j'ai envie de progresser en termes de responsabilité. J'aimerais beaucoup rejoindre le Master CGAO, mais je n'ai qu'un BTS. Est-ce possible? Eh bien, cet exemple illustre parfaitement ce que je viens de dire. 12 années d'expérience, donc c'est une belle expérience qui permet de remplir un dossier de VAP, qui permet éventuellement de suivre la formation. Bon, sachant que tout dépend des missions qui ont été remplies. Ce qui est important, ce n'est pas les 12 années d'expérience. Ce qui est important, c'est la diversité des missions qui ont été remplies. Qu'est-ce que vous allez regarder justement? Si le candidat avait déjà des missions qui le mettaient dans une posture managériale, est-ce que c'est ça que vous recherchez? Oui, enfin l'encadrement par exemple, la richesse des missions qui sont réalisées. Alors si on prend le cas d'un comptable, si on est face à un comptable fournisseur, c'est un peu juste en termes d'expérience. Si c'est un comptable qui réalise toutes les missions, qui supervise une équipe, qui fait les clôtures, qui a des relations avec les auditeurs, donc là on a un poste beaucoup plus riche qui permet de valider, de rentrer dans le cursus. Et ça va être quoi les grandes étapes quand on fait une VAP? Il faut s'y prendre combien de temps à peu près en amont? Alors c'est complètement intégré à la candidature. Il ne faut pas prendre ça comme une épreuve, un prérequis qui permet de rentrer dans la formation. Alors bon, c'est présenté comme ça, mais en réalité c'est un élément du dossier. Si le candidat n'a pas suffisamment d'expérience, bon, il y aura des grandes difficultés dans la formation. Donc si le projet est complètement cohérent, il n'y a aucune raison que la VAP ne fonctionne pas. Sabrina, je vous laisse lire et prendre la question suivante. Oui. Alors, faut-il forcément avoir eu une expérience préalable en audit ou en contrôle de gestion pour réussir à suivre la formation? Moi, je dirais que non, puisqu'on a eu des profils, différents, par exemple, dans la classe cette année. On a eu des acheteurs, on avait des ingénieurs, donc du coup... Après, c'est vrai que c'est quand même pas mal je pense, de se mettre à jour au niveau de tout ce qui est comptabilité. Parce que ceux de la classe qui n'avaient aucune formation comptable ont dû quand même potasser en amont de la formation pour les modules comptables qui sont proposés par la formation. Parce qu'il y a cette variété de profils, mais le point commun de tous ces profils, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils sont amenés à avoir un challenge de comptabilité, de contrôle de gestion. Si c'est un challenge futur et qu'on n'y a jamais touché, on peut quand même intégrer la formation et la suivre. Alors, la nécessité d'avoir un point commun, ce n'est pas une obligation. Le seul point commun, c'est le projet. Donc, évoluer vers des métiers de l'audit, du contrôle de gestion. Même pour certains candidats, il n'y a pas nécessairement cette volonté de rejoindre ces fonctions. Le projet, ça peut être simplement de mieux maîtriser les problématiques de contrôle interne, de contrôle de gestion. Donc, il y a une très grande diversité de profils. Un profil qu'on rencontre assez fréquemment. Alors, ce n'est pas la majorité, mais ça montre le fait qu'on puisse ne pas travailler dans les fonctions comptables. Ce sont des chargés d'affaires en banque, donc, qui gèrent un portefeuille de clients, plutôt des clients entreprises, qui souhaitent évoluer vers les métiers de l'audit interne, du contrôle interne, qui suivent la formation et qui, quasiment systématiquement, réalisent leurs objectifs. Je vous laisse prendre, Olivier, la question suivante. Jusqu'à quand pouvons-nous nous porter candidats à la formation? Alors le calendrier est bien évidemment disponible sur le site de l'IE de Paris, donc il faut s'y connecter. Alors en termes de session de recrutement, il y a une première session avant l'été, et puis une seconde session à la rentrée avec des entretiens qui se déroulent au mois d'octobre. Ça va être quoi les grandes phases de candidature? Est-ce qu'il faut envoyer un dossier? Est-ce qu'il y a un entretien avec vous, une lettre de motivation? Comment ça fonctionne? Alors la première phase, c'est le dépôt de dossier, donc complètement dématérialisé aujourd'hui, donc ce que Sabrina n'a pas connu. Ensuite, donc examen du dossier, donc une présélection. Donc si le projet ne correspond pas, si le niveau est insuffisant, s'il n'y a pas d'expérience, donc il y a une première sélection. Ensuite, donc les candidats sont convoqués à l'entretien, et sur la base de l'entretien, l'admission est prononcée. Et alors dans l'entretien, qu'est-ce que vous allez chercher? Est-ce que vous par exemple, vous avez des souvenirs de cet entretien? Oui. Oui, alors c'est comme un petit peu un entretien d'embauche avec explication de son CV et les motivations qui vous poussent aussi à faire cette formation. On cherche aussi à savoir si vous avez bien en tête l'investissement personnel qu'il y a quand même à donner pour cette formation, puisqu'il y a énormément de travail personnel. Après, on parlera du rythme de la formation, mais voilà, si vous êtes en capacité de aussi, supporter en plus de votre vie personnelle et votre vie professionnelle, de gérer cette formation-là.
Donc c'est ça, en fait, vous vérifiez aussi que les étudiants savent dans quoi ils s'engagent. Oui, alors le point le plus important, c'est le projet, pourquoi on vient. Il faut avoir une idée, on ne peut pas simplement dire « ça m'intéresse, j'ai envie d'avoir un diplôme en plus », ça doit s'inscrire dans un vrai projet. Comme Sabrina l'a évoqué, c'est quand même impliquant. Donc si c'est simplement avoir un diplôme, c'est pas suffisant, c'est pas une motivation suffisante pour s'engager dans tel projet. Donc c'est pour ça qu'on valide le projet. Puis aussi c'est capital pour nous de savoir si on répond bien aux attentes du candidat. Donc à titre d'exemple, il y a des candidats qui viennent nous voir parce qu'ils veulent faire de l'audit légal. C'est des projets pour lesquels on ne peut pas les accompagner parce que les grands cabinets ne recrutent pas d'auditeurs seniors qui n'ont pas travaillé auparavant dans l'audit. Donc on ne peut pas accompagner ce type de projet. Donc il y a un malentendu et donc on peut éventuellement échanger. Enfin, on appelle ça entretien de sélection, mais c'est plus un entretien avec le jury pour valider le projet. Et si le candidat, si on ne trouve pas d'entente sur un projet qui a du sens par rapport à ce que veut faire le candidat, il n'y a pas lieu de le recruter. Très bien, Sabrina, je vous laisse lire la question suivante. Alors, pouvez-vous nous dire quand a lieu la rentrée et combien de temps dure la formation? Alors, je réponds aux deux. Alors, il y a deux types de formation. Il y a la formation en journée bloquée et la formation en cours du soir. Donc moi, j'ai fait la formation en journée bloquée. C'est 3 jours de cours par semaine, n'importe quoi, par mois. Et donc, c'était le jeudi, le vendredi et le samedi sur une période de 18 mois. Donc nous, la rentrée, elle était en janvier. Et autrement, il y a les cours du soir. Alors, je vous laisse prendre la main pour les cours du soir. Alors, le rythme est le même pour les deux groupes. Donc, c'est rentrée en janvier, 18 mois d'enseignement. Et alors, les cours du soir, ils ont lieu quand? Alors, les cours du soir, c'est tous les jeudis soirs, plus, on dit 1 à 2 samedis par mois, mais c'est quasiment toujours un samedi par mois. D'accord. Le deuxième samedi, ça donne un peu de marge de manœuvre. Et donc, après, en 18 mois, l'objectif, c'est que les étudiants, ils acquièrent le maximum de compétences concrètes, du pratique. Oui, de toute façon, pendant les regroupements, il y a des phases de cours et beaucoup de phases de travail en groupe. C'est ce qui est aussi très enrichissant dans la formation. On travaille beaucoup par petits groupes avec des projets communs. Du coup, et le rythme, pour ma part, c'était un rythme idéal pour allier mon projet du coup personnel de faire cette formation et ma vie professionnelle. Parce que du coup, c'est ça, ce rythme-là permet de continuer à avoir une activité professionnelle. Oui, parce que moi, 3 jours par mois, c'était parfait. En plus, c'était le jeudi, le vendredi, le samedi, ce qui me permettait de m'absenter que 2 jours par mois du travail. Pour moi, le rythme était vraiment idéal. Alors ça peut sembler être un projet qui est long, puisque on se voit aujourd'hui pour une rentrée au mois de janvier. Les cours vont durer pendant 18 mois, donc on va sortir au mois de juillet de l'année qui suit, avec les mémoires qui sont à soutenir un peu plus tard, puisqu'ils sont à remettre en septembre, pour une soutenance en octobre-novembre, donc ça fait quasiment 2 ans. Mais c'est délibéré parce que ça permet vraiment d'accompagner nos étudiants dans une évolution. Donc on a des évolutions qui sont significatives. Quand on était en agence bancaire chargé de clientèle et qu'on fait après du contrôle interne ou du contrôle de gestion, c'est une grande évolution. Et donc le temps permet d'accompagner ces évolutions significatives. Très bien, je vous laisse prendre Olivier la question suivante. Bonjour à tous les deux. Quels sont les différents travaux à rendre pour valider votre formation? Faut-il notamment écrire un mémoire? Alors l'évaluation, on est dans le cadre de la formation continue, donc la pédagogie est complètement adaptée. Donc il y a pour chaque module, il y a 8 matières, pour chaque matière il y a un examen, mais l'examen ne représente que 50% de la note. Comme on est dans le cadre de la formation continue, on ne travaille plus comme avec l'étudiant en formation initiale, les documents sont autorisés pour tous les examens. Et donc en plus du contrôle de l'examen, il y a un contrôle continu qui représente l'autre moitié de la note. Donc ça c'est pour les 8 modules, et puis un module à part, effectivement, avec un mémoire, puisque le diplôme qui est délivré, c'est un diplôme de master national, et il n'y a pas de diplôme de master sans soutenance de mémoire. Et alors qu'est-ce que vous attendez des étudiants, des apprenants dans le cadre de ce mémoire? Alors peut-être une particularité pour le mémoire, c'est si le mémoire fait peur aux candidats, on autorise, on encourage même les mémoires en binôme, ce qui permet d'avoir des travaux de meilleure qualité. Ça permet de confronter des points de vue. Il y en a qui sont plus attirés par la théorie, d'autres qui sont plus attirés par la pratique. Autre élément concernant le mémoire, c'est un élément qui permet de se distinguer par rapport aux collègues de promotion.
Alors même si le master n'est pas très orienté vers la comptabilité, il y a certains qui se prennent pour une passion pour la comptabilité et qui deviennent consolideurs. Il y en a qui préfèrent le contrôle de gestion, donc ils font bien évidemment des mémoires en contrôle, d'autres en contrôle interne, en audit. Donc ça permet vraiment de développer des compétences spécifiques et on est encadré par un enseignant de l'IAE qui accompagne la rédaction la réalisation de ce travail. Et alors vous, concrètement, votre mémoire, il portait sur quelle thématique? Moi, c'était lié du coup à ce que je vivais dans mon entreprise, c'est-à-dire le rachat d'une autre société, du groupe. Et c'était de travailler, enfin d'expliquer comment on allait pouvoir fusionner cette entreprise au niveau organisationnel et avec la structure des entreprises et au niveau aussi de la gestion des fonctions de support. Enfin, c'était assez technique, mais voilà. Mais ça vous permettait aussi d'être déjà plongé au cœur d'un sujet qui était dans votre entreprise, quoi. Voilà. Enfin, moi, j'étais en pleine actualité de mon entreprise. J'ai trouvé une personne qui était aussi intéressée par ces sujets-là. Et du coup, ça a très bien fonctionné en binôme. Je vous laisse enchaîner, Sabrina, avec la question suivante. Alors, obtient-on un master ou un master à l'issue de la formation? De quelle reconnaissance bénéficiez-vous? Merci pour votre réponse. On va passer peut-être la patate chaude à Olivier. Voilà. Master. Alors, le diplôme qui est délivré, je l'évoquais tout à l'heure, hein, c'est un master national. D'accord. Donc, un diplôme de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, il dispose de toutes les reconnaissances liées à ce type de diplôme, master bac plus 5. Quelle est la différence entre master et master? C'est pas seulement une question d'orthographe? C'est pas que l'orthographe, hein, donc il faudrait demander à la conférence des grandes écoles à ce qu'elle met derrière ce type de titre. Mais le master, c'est un bac plus 5 délivré par une université française. Ça faisait partie, vous, des critères peut-être déterminants quand vous avez fait le choix? J'imagine que vous avez regardé différentes formations qui existaient, ça en faisait partie? Je voulais un diplôme, enfin un diplômant, une formation diplômante parce que voilà, ça faisait partie des conditions. Oui. Très bien. Allez, la régie, on va envoyer la question suivante. Je vous laisse la lire, Olivier. Sur les années précédentes, avez-vous accepté des personnes en VAP, en VAP, donc des candidats qui n'ont pas un bac plus 4, donc bien évidemment? Ça représente quelle part à peu près d'une promotion? D'ailleurs, c'est des promotions de combien que vous avez à chaque fois? Les promotions, alors il n'y a pas réellement de quota. Enfin, pour nous, l'objectif, c'est si on a des groupes qui dépassent 28, c'est compliqué. Donc on essaie d'avoir des groupes autour de 20 à 25 étudiants. Le nombre de candidats ou d'admis qui ont une validation des acquis professionnels, on est sur, j'ai pas les chiffres en tête, c'est pas quelque chose qui est discriminant pour nous, mais c'est 30 à 30% des étudiants, je pense que c'est un ordre de grandeur. Je sais pas si Sabrina en tête, on devait en avoir 3 dans la classe, peut-être. Donc 3 sur 25, on était 20. 3 sur donc un huitième, 12%. Je pense qu'il y en a plus que ça. Ah oui, alors je ne savais pas. Très bien, Sabrina, je vous laisse prendre la question. Cette formation peut-elle accompagner une évolution professionnelle vers des fonctions de consultant en management? Consultant en management. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un consultant en management? C'est toute la question. En tout cas, peut-être au-delà de cette question, on va y répondre de manière détournée. Quel est l'objectif, in fine, de votre formation? C'est plutôt de former des experts ou des gens qui connaissent un petit peu? Qu'est-ce que vous attendez pour vos étudiants? Alors, la culture de l'IE de Paris, c'est vraiment pas l'hyperspécialisation. C'est vraiment donner les outils qui permettent de tenir les postes de contrôleur de gestion, d'auditeur interne, de contrôleur interne. Les techniques qui sont présentées, on est vraiment dans une optique des fondamentaux, tout ce qui est utile, avec des mises en situation. On n'a pas encore beaucoup parlé de pédagogie, mais si on devait résumer la pédagogie, une séance de 3 heures, c'est normalement un chapitre à lire, un cas préparé. En théorie, on dit que la séance, c'est une discussion du cas. Bon, c'est une présentation un petit peu théorique, puisqu'en pratique, il y a un recadrage, on reformule les contenus théoriques. Et puis après, effectivement, l'essentiel de la séance, c'est quand même la discussion des cas. Vous l'avez dit, votre objectif, c'était par rapport à une prise de poste. Comment ça s'est fait avec votre entreprise? C'est vous qui avez émis cette envie d'avoir un diplôme ou c'est l'entreprise qui vous en a parlé? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai postulé à un poste en interne qui n'était pas forcément exactement mon cœur de métier, mais vu la diversité de mon parcours professionnel et ma formation initiale, c'était pas complètement déconnant. Donc déjà, j'avais été retenue sur ce poste. Et après, j'avais dit, ce serait bien d'être accompagnée pour faire une formation, pour m'updater un peu
et puis d'avoir aussi la partie plus théorique de ce poste-là. Et du coup, j'ai obtenu, l'entreprise a financé à 100% ma formation. Par contre, c'était à faire sur mon temps personnel. Enfin, après, c'est chacun avec son entreprise qui va voir comment, sur la partie financement, il y aura peut-être la question. Mais voilà, moi, elle a été prise en charge par mon entreprise, mais la contrepartie, c'était que c'était sur mon temps personnel, donc sur mes congés. D'accord. Donc ça, c'était la demande de votre entreprise. Et du coup, j'ai choisi la formation, on s'est accordé avec l'entreprise et voilà. C'est comme ça que ça s'est fait en tout cas, mais le but n'était pas de devenir consultante en management Non. Mais c'est alors consultant en management, on peut imaginer que ça, je me mets dans la peau du candidat, que c'est quelqu'un qui veut des missions un petit peu d'analyse de l'organisation, des choses comme ça. Vous y préparez au sein de cette formation? Dans la promotion cours, il y a un étudiant qui est consultant. D'accord. Alors il a une formation de sociologue, il est docteur en sociologie. Donc il n'a jamais été formé au management et donc il se forme au management au travers de ce master CGAO. Donc c'est une possibilité qui est offerte à ce candidat qui nous regarde. Oui, alors ce n'est pas les postes vers lesquels on destine en priorité nos étudiants, mais c'est une possibilité. Très bien, et bien écoutez, on va faire une petite pause et on se penche désormais sur une question de fond puisque l'on passe à la question experte. Une question experte que je vous ai concoctée qui s'affiche sur votre écran, je vous la lis. L'essor grandissant des techniques d'intelligence artificielle, la fameuse IA, va-t-il, cet essor, avoir un impact sur les métiers du contrôle de gestion et de l'audit? Bref, peut-être digitaliser, voire robotiser certaines de ces fonctions. Et comment préparez-vous vos étudiants à ces enjeux? Alors, quel impact de l'IA sur la formation et sur les perspectives d'emploi? Alors j'en discutais il y a quelques semaines avec un consultant spécialisé en recrutement dans les fonctions financières et justement on parlait de ces questions d'intelligence artificielle, de big data et il m'a parlé de choses qu'en pratique tout le monde en parle mais en pratique personne ne le voit. Alors je pense que c'est un petit peu radical. Il y a effectivement une évolution des organisations, on a des demandes spécifiques, donc on a en cours de développement, on a un diplôme qui a été créé pour ces questions d'intelligence artificielle, de big data. Et lié intelligence artificielle, lié au domaine de la finance ou en général? Lié aux questions d'audit, même plus précisément. Donc on est associé directement au audit, il faut bien comprendre ça modifie radicalement les méthodes de travail. C'est-à-dire que historiquement l'audit, et je pense que Sabrina pourra nous le confirmer, l'audit c'était plutôt de l'échantillonnage. Donc on tirait quelques observations et aujourd'hui avec les technologies dont on dispose on peut analyser systématiquement toutes les opérations. Donc auparavant on avait 2-3% de cas un petit peu bizarres. Aujourd'hui avec les techniques de big data on peut traiter toutes les opérations et ne ressortir que les problèmes. Donc effectivement ça change complètement les méthodes de travail. Vous l'observez concrètement dans vos pratiques aujourd'hui? Non, pas encore à mon niveau, non. D'accord. Parce que moi, je travaille dans une association. Donc c'est encore limité, oui. mais on a des outils, on commence avec les commissaires aux comptes, en effet, à l'époque où je faisais du commissariat aux comptes il y a plus de 10 ans, je vois bien que les techniques, elles ont changé, que les outils ont changé, il y a des outils de contrôle qui sont beaucoup plus poussés. Mais un exemple qu'on me donne souvent dans ce cas-là, c'est que, par exemple, sur la numérisation des factures, des choses comme ça, avant, tout était fait manuellement avec un risque d'erreur. Aujourd'hui, c'est plus très manuel, quoi. Oui, enfin, alors ça c'est la gestion des process au quotidien. C'est les process opérationnels, on n'est pas vraiment dans l'intelligence artificielle. Donc on était plus parti sur l'intelligence artificielle. Alors après, pour répondre encore plus directement à la question, pour les étudiants en apprentissage, donc le cursus dure 2 ans, et là effectivement il y a un module spécifique, ou même 2 modules spécifiques qui sont dédiés à ces questions-là. Pour étudiants en formation continue, il y a peut-être des possibilités, alors éventuellement les orienter en complément vers des modules big data, parce que ça nécessite des compétences très, très spécifiques. Alors c'est des choses qui étaient systématiquement traitées dans tous les programmes de gestion il y a 10-15 ans, et à force de demander aux étudiants ce qui leur plaisait, ce qui leur plaisait pas, tout ce qu'on appelle aujourd'hui big data a été supprimé. Tout ce qui est statistique, quantitatif, c'est des choses qui ont quasiment disparu des programmes parce que ça n'intéressait pas les étudiants. Et aujourd'hui, avec le big data, on cherche des solutions pour le réintroduire et ça pourrait fonctionner parce qu'a priori, les étudiants sont plus demandeurs. Très bien. Allez, la régie va nous mettre la question suivante. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus concernant le corps professoral? S'agit-il de professionnels ou d'enseignants-chercheurs? Eh bien, les deux. C'est un équilibre entre les enseignants-chercheurs et les praticiens.
puisque les anciens chercheurs sont aussi des professionnels, et sachant qu'à l'IE de Paris, l'équipe pédagogique, les enseignants-chercheurs ont des profils atypiques, compte tenu de notre cible. Donc l'IE de Paris, c'est à 70%, voire 80% de la formation continue. On a beaucoup de difficultés à accueillir de jeunes docteurs, donc, qui travaillent dans la plupart des universités. À l'IE de Paris, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a besoin d'une connaissance terrain pour aller directement face aux étudiants en formation continue. Donc c'est une question peut-être parfois de légitimité qui peut se poser quand on a des professionnels qui ont 15 ans d'expérience et qui se retrouvent parfois avec des enseignants trop jeunes, ça peut créer des... qui n'ont pas d'expérience pratique. Donc la plupart des collègues de l'IE de Paris ont une expérience en dehors de l'université. Donc à titre personnel, je suis expert comptable commissaire aux comptes. D'accord. Donc j'ai tenu les comptabilités, j'ai fait de l'audit. Et donc on peut échanger de ces sujets avec les étudiants sans aucune difficulté. C'est quelque chose, j'imagine, que vous avez apprécié peut-être, d'avoir des professionnels du terrain. Tout à fait. Tout à fait. C'était même au niveau des échanges, c'était même au niveau de la pédagogie. Oui. Est-ce que ça arrive dans une promotion que il y a quelqu'un qui a un des étudiants qui a un pool d'expertise sur tel domaine, qui se retrouve face à un enseignant et qui du coup essaye un peu de le titiller? Ça arrive ça? Oui, c'est pas tellement arrivé finalement parce que il y a quand même, ils ont quand même une compétence très technique aussi sur leur domaine et ça peut arriver qu'il y ait des échanges. D'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est très intéressant parce que finalement tout le monde y va de son expérience personnelle sur un sujet. Il y en a qui sont un peu plus experts et puis finalement vous aviez peut-être une idée sur une chose et puis que finalement ça donne des débats justement plutôt intéressants. Mais généralement, le professeur a souvent le dernier mot. Ça, c'est... Vous confirmez le dernier mot pour non, je ne pense pas qu'il y ait le dernier mot. Quand je dis le dernier mot, en tout cas, moi, oui, voilà, je trouvais que c'était, qu'ils avaient toute leur légitimité à faire court. Ouais. Alors peut-être deux éléments. On a des candidats qui sont très très hétérogènes, mais en tant que responsable de formation, jamais on ne dispense un étudiant d'un cours. Donc un étudiant qui a un module d'information comptable, un étudiant qui ferait de la comptabilité tous les jours, eh bien on veut qu'il soit dans la salle pour aider ses collègues, pour challenger l'enseignant. Donc ça c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, est-ce que l'enseignant a toujours le dernier mot? Pas nécessairement parce qu'on est confronté à des questions qui sont complexes, donc des études de cas. Les études de cas, il n'y a pas une réponse. Et ce que fait l'enseignant, c'est qu'on discute. Si des propositions sont farfelues, eh bien, on converge en disant il faudrait peut-être aller dans une autre direction. Mais en fonction du groupe, on peut arriver à des solutions qui ne sont pas toujours celles qu'on imagine au départ. Donc il y avait un esprit aussi de classe qui peut orienter les thématiques. Je vous laisse prendre, Olivier, la question suivante. Quel est le contenu des cours et leur répartition durant l'année? Alors les cours sont structurés en 3 semestres. Donc au premier semestre, entre janvier et juin de la première année, donc il y a 3 modules qui sont délivrés, avec les premiers examens, donc un examen en mai et 2 examens en juillet. Ensuite, au deuxième semestre, donc les vacances d'été, entre septembre et décembre, donc 2 modules sont délivrés avec les 2 examens en décembre. Et puis dernier semestre, donc là encore 3 modules qui sont délivrés. Donc les modules, oui, c'est ça. Les modules, donc l'objectif c'est qu'il y ait une progression dans la pédagogie et que les étudiants puissent valider progressivement les enseignements pour ne pas être en difficulté, parce que si tous les cours se déroulent en même temps, on pourrait imaginer tous les examens en même temps. Et alors concrètement, ces modules, ils vont traiter de quoi? Comment ça progresse justement? Alors le choix qui a été fait, c'est de travailler les domaines de l'audit et du contrôle de gestion. Donc sur les 8 modules, il y a 2 modules spécialisés en audit, 2 modules spécialisés en contrôle de gestion. Il y a un module gouvernance qui met tout cela en perspective. Et puis il y a 3 modules de fondamentaux, information comptable, un module de stratégie, et puis un 3e module qui m'échappe. Donc il y a le mémoire en plus. Mais donc on a des modules spécialisés et puis des fondamentaux. Et donc un module d'analyse financière. Donc voilà, comptabilité, donc information comptable, analyse financière, et puis un module de stratégie en appui. Et donc le choix qui est fait, c'est vraiment travailler les fondamentaux et pas du tout de passer en vue tous les aspects du contrôle de gestion. Donc par exemple, il n'y a pas de volonté de passer en revue les spécificités du contrôle de gestion dans les services, dans le secteur public, dans la banque. Ces échanges-là, ils se font au travers des discussions sur les cas. Donc il peut très y avoir un cas sur la banque, mais on ne va pas étudier de manière systématique tous les secteurs d'activité.
Un mot peut-être sur la dose de travail personnel qu'elle va représenter, cette formation. Comment vous la jugez? Est-ce que ça demande beaucoup d'implication? Est-ce que c'est une pédagogie, vous le disiez un peu tout à l'heure, avec beaucoup de projets? Racontez-nous ça un peu. Oui, bon, pour moi, ça a été un investissement personnel assez lourd, mais c'est parce qu'aussi au niveau professionnel, j'ai un poste qui était aussi assez lourd. Donc du coup, il fallait organiser son temps. Donc le rythme de la formation pour les journées bloquées fait que quand même on a relativement le temps de préparer les sessions de travail. Voilà, donc je vous disais, c'était le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc nécessairement vos dimanches, vous les travaillez soit après la formation, soit avant, parce qu'on a souvent des dossiers à rendre. Donc des cas concrets, du pratique, des cas d'études, c'est ça? Alors nous on fonctionnait, oui, il y a beaucoup d'études de cas par groupe, donc on constituait des groupes et on faisait sur chacun des modules, comme on le disait, il y a une partie en formation continue, donc c'est un travail à rendre soit individuel, soit en groupe, mais souvent à faire en groupe. Donc idéalement c'est bien d'essayer de travailler avec un petit peu tout le monde dans la classe, mais après vous constituez un petit groupe avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Et nous, soit on se donnait rendez-vous après le travail, soit les week-ends, souvent les week-ends, ou à distance avec maintenant les outils Hangout ou Skype. On travaillait de manière individuelle et après on faisait des points de réunion de mise en commun des travaux et de formalisation des rendus. On devait souvent présenter après à la classe sous forme de PowerPoint. Voilà. Je vous laisse prendre, Olivier, la question suivante. Bonjour à tous les deux. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les débouchés professionnels? Peut-on notamment travailler à l'international? Alors, on est bien dans le cadre de la formation continue, donc ça signifie que les étudiants tiennent leur poste et ils viennent se former en cours du soir, donc ils sont déjà basés à Paris. D'accord. Donc on n'est pas sur le cadre de juniors qui peuvent commencer leur carrière à l'étranger. Donc cette contrainte fait qu'en pratique, il y a assez peu d'étudiants qui partent à l'étranger. Alors on accueille des étudiants étrangers, qui sont mutés, qui ont une formation au niveau Bac+3, Bac+4 dans la finance, qui sont dans un grand groupe, mais qui, pour prendre de l'assurance, se forment en plus chez nous. Mais aussi avec le rythme de journée bloquée, donc un jeudi, un vendredi, un samedi par mois, ça permet également d'accueillir beaucoup d'étudiants étrangers, donc des étudiants qui sont de la France entière, mais également des étudiants qui viennent, des étudiants suisses, des étudiants qui viennent d'Afrique du Nord, d'Italie, grâce à cette forme d'organisation de l'emploi du temps. Et alors, parce qu'on parle des débouchés, vous, quel a été l'impact de cette formation? C'était dans le cadre d'une prise de poste. Comment ça vous a aidé? Qu'est-ce que ça a pu changer? Moi, j'ai été promue à un poste de responsable du contrôle de gestion, d'une partie du contrôle de gestion dans ma boîte. Juste après, donc vous aviez déjà une première promotion, nouveau prise de poste, et juste après, vous avez une deuxième promotion? En fait, comme la formation, le temps qu'on met tout en place, j'étais restée 2 ans en poste. Et du coup, là, en avril dernier, en avril 2018, j'ai été promue à un nouveau poste. D'accord. Et ça, c'est vraiment la formation qui vous a donné les armes Je ne sais pas si c'est vraiment que ça, mais je pense que pour ma boîte, du fait que j'arrive à tenir le poste, faire une formation en même temps et avoir la capacité aussi de se remettre en question au goût du jour de l'actualité financière, de tout ce qui était lié au pilotage de la Perfeco, je pense que ça a aidé dans le choix quand j'ai postulé sur ce poste. Je me suis sentie capable de postuler déjà. Et ça donne de la confiance en général. Oui, parce que quand vous dites que vous avez réussi quand même En plus, moi j'avais eu un enfant en bas âge, donc ça m'avait tout en même temps. Donc du coup, je me dis, si j'ai réussi à faire et le nouveau poste, et le boulot, et la formation, je pense que prendre ce poste à responsabilité est dans mes compétences, donc ça m'a donné de l'assurance. Il y en a beaucoup des beaux parcours comme celui de Sabrina. Il y en a énormément et c'est surtout permis par la durée de la formation. C'est-à-dire que le fait que ça dure 18 mois, on pourrait dire je vais essayer de faire mon master en 6 mois, mais ça n'a absolument aucun sens puisqu'en 18 mois, ça permet de créer des relations avec des collègues. Quand il y a des opportunités qui se créent dans l'entreprise, le collègue en parle à ses collègues de promotion. Et il y a énormément de mouvements qui se font. Donc il y en a qui souhaitent évoluer dans leur entreprise et comme ça tarde un petit peu dans l'entreprise, ils saisissent des opportunités. Donc il y a effectivement très très beau parcours. Et ça fait pas peur aux entreprises de se dire qu'elles vont peut-être voir partir des talents qui en plus sont formés Alors souvent les étudiants voient des signaux. Donc après si la DRH ne saisit pas les signaux, eh bien c'est tant pis.
C'est le marché du travail. Je vous laisse prendre, Olivier, la question suivante. À combien les frais de scolarité de la formation s'élèvent-ils? Quels sont les dispositifs qui permettent de nous aider à les financer? Alors, il y a deux tarifs différenciés. Alors, le meilleur moyen, c'est de se connecter sur le site de l'IAE. Pour la prochaine année universitaire, on est sur un ordre de grandeur à 7 000 € pour les cours du soir et 12 000 € pour les journées bloquées. D'accord. Donc ça, c'est la tarification. Donc, sur les dispositifs de financement, enfin toutes sortes de dispositifs peuvent être mis en place. Le meilleur moyen de les connaître, c'est exposer sa situation au gestionnaire de la formation, qui connaît parfaitement ces dispositifs et qui va aider les candidats à monter le dossier de financement. Parce que donc dans votre cas, ça a été un financement pris en charge par votre employeur. Oui, il y a aussi la possibilité d'avoir peut-être son compte personnel de formation qui peut prendre en partie. Alors l'IAE de Paris bénéficie de toutes les reconnaissances qui permet, et cette formation en particulier, qui permet de mobiliser ces dispositifs. Et est-ce que vous conseillez peut-être d'être prudent sur le fait d'en parler ou pas à son employeur? Parce que ça peut aussi être une volonté parfois de changer de cadre, de peut-être changer d'entreprise, et donc ça peut être un mauvais signal entre guillemets à envoyer à son employeur. Alors en parler, il peut y avoir plusieurs freins, mais éventuellement certains candidats n'en parlent pas à leur employeur parce qu'ils ont peur de ne pas être retenus dans la formation. Donc ça serait dévalorisant. Alors ce qu'il faut dire concernant le processus de sélection, c'est que le processus de sélection est très tôt dans l'année. Donc on peut avoir une confirmation d'admission au mois de juin ou seconde session au mois d'octobre. Donc ça permet de s'organiser, mobiliser les financements. Si l'entreprise n'est pas informée, on discute avec la DRH, si on avait une crainte concernant le fait de ne pas être admis. Donc en parler, c'est toujours mieux d'en parler. Alors après, aussi, il y a des environnements dans lesquels les directions des ressources humaines voient les projets de formation avec un petit peu de réticence, parce que ça pourrait ouvrir des portes aux salariés. Et c'est un des intérêts justement de la formation en cours du soir. En cours du soir, on accueille des étudiants qui ne sont pas soutenus par leur entreprise. Ce qui est souvent relaté, c'est des étudiants qui, en situation professionnelle, évoluent très fortement. Donc l'employeur se demande mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus la même personne en face de moi. Et donc l'étudiant expose sa formation en cours et il arrive que l'employeur qui n'était pas informé prenne en charge la fin de la formation. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Très bien, Sabrina, je vous laisse prendre la question suivante. J'aimerais beaucoup postuler à votre formation. Me conseillez-vous la lecture de certains ouvrages afin de préparer mieux ma rentrée? Si oui, lesquels? Merci pour votre réponse. Alors, des conseils bibliographiques, est-ce que c'est le cas? Ce que vous disiez tout à l'heure est intéressant pour les étudiants qui n'ont jamais fait de compta de leur vie, peut-être faire une petite piqûre de rappel? Moi, je pense que c'est pas mal d'avoir quelques notions de compta, de tout ce qui est lié à l'organisation des entreprises. Vous envoyez des conseils de lecture, vous, pendant l'été aux étudiants? Oui, alors le cursus est très généraliste, donc il n'y a pas réellement de prérequis, sauf dans le domaine de la comptabilité. D'accord. Donc là, c'est un élément qui est apprécié lors de l'entretien. Alors par rapport à la question qu'on a eue tout à l'heure, j'ai un BTS, je tiens un poste de comptable, donc là, a priori, les questions n'ont pas lieu d'être. Mais si on n'est pas directement, si je suis ingénieur en charge de système d'information, je ne suis pas directement confronté à ces questions comptables, eh bien, on va inciter les candidats à se mettre à niveau, déjà voir est-ce qu'ils sont conscients de leurs lacunes, parce que certains pensent que tout va bien alors qu'ils maîtrisent très mal le sujet. Et après, on conseille effectivement un certain nombre de moyens pour se mettre à niveau. Donc ça, de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que ce candidat, il va être accompagné là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup, là, dans ce que vous dites, ce que j'entends peut-être, c'est que ça vaut le coup, avant même son entretien, de s'être fait un petit backup, juste de savoir concrètement ce que c'est la compta, quoi? Non, éventuellement, mais après, entre l'entretien et le mois de janvier, généralement, il y a quand même quelques mois, donc on a le temps de travailler. Le plus important, c'est organiser son travail, c'est en parler le financement, sa DRH, réfléchir à son projet en amont. Quels sont les postes qui m'intéressent dans son organisation, échanger avec les personnes qui tiennent ces postes pour savoir est-ce que ça correspond vraiment à ce qui m'intéresse. C'est beaucoup plus important que ces questions, on va dire, scolaires. Très bien. Alors, vous avez peut-être un petit conseil pour les candidats. Vous savez quoi? On me glisse dans l'oreillette qu'on va faire une conclusion. Donc, ça va être l'occasion de ces derniers conseils. Vous qui avez suivi ce live, eh bien, c'est le mot de la fin. Chacun, à tour de rôle, va nous donner son petit conseil, ce qu'il a envie de transmettre, le message qu'il a envie de vous transmettre. On va commencer par Olivier. Alors, vous allez vous adresser à votre caméra juste ici ou alors juste ici. Je pense que c'est celle-là, pardon. Ouais. Donc, vous regardez votre caméra, c'est celle-là. Et puis, voilà, vous avez quelques
quelques secondes, quel message vous avez envie de transmettre aux futurs candidats? Donc le Master CGAO de l'IE de Paris est un cursus qui est très ouvert. Donc on accueille des étudiants qui ont des profils extrêmement hétérogènes, hein, des juristes, des ingénieurs. Donc ça permet d'avoir des échanges qui sont extrêmement riches et ça permet d'accompagner nos étudiants dans l'évolution de leur projet professionnel, avec des évolutions qui sont extrêmement fortes compte tenu de la durée du projet de formation. Donc sur 18 mois, ça donne énormément d'opportunités d'évoluer. Donc n'hésitez pas à en discuter avec moi-même ou avec le gestionnaire hein, pour valider votre projet et commencer dès le mois de janvier prochain. À très bientôt. Très bien. Et Sabrina, alors vous-même question, mais plutôt pour des candidats qui peut-être hésitent à se lancer, qui se disent est-ce que je me lance ou pas, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, je vais leur dire que moi, ça a été une très belle aventure. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Il y a eu des moments où c'était un peu difficile parce qu'on se demande si on va y arriver, mais au final, moi, j'avais pas fait d'école de commerce. J'ai trouvé un véritable réseau, tant au niveau des candidats de la formation qu'au niveau après de ce que peut vous apporter l'IAE et l'école. Et vraiment, c'est un investissement personnel, mais je conseille vraiment à tout le monde de le faire, surtout si, après, par exemple, 10 ans d'expérience professionnelle, pour vous remettre au goût du jour, pour évoluer ou pas, ou même pour votre développement personnel. Enfin, voilà, je conseille vraiment de se lancer. Oui. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sabrina Amoumraoui, diplômée du Master CGAO, d'être venue sur le plateau de Campus Chanel Exécutive. Et merci à vous, Olivier de la Villarmois, professeur et directeur de ce Master, en espérant que les candidats auront reçu toutes les informations dont ils auront besoin. Merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir posé vos questions. Et à très bientôt sur Campus Chanel Exécutive.